Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Donc, vous êtes sur le workshop IO-Link. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu cette première brique de l'industrie, c'est-à-dire une interface de communication entre les capteurs et actionneurs sur toutes les machines, avec aujourd'hui plus de 400 fabricants qui proposent des produits. On avait prévu une démonstration sur une maquette, mais on n'a pas le moyen de projeter, donc on a rajouté quelques slides pour que vous puissiez faire une corrélation entre les produits et la techno. Et donc je me présente, je suis Thierry Locker, je travaille chez IFM, je suis responsable produit Network and Control et je suis aussi le président du collectif IO-Link France. Voilà. Bonjour à tous, je suis Frédéric Moulin, moi je suis chef produit chez Festo France. Je suis responsable des gammes pneumatiques et aussi entrée-sortie et IO-Link. Et du coup je suis membre du collectif IO-Link, dans le collectif, dirigé par Thierry ici présent. Alors du coup, on va commencer cette présentation. Alors déjà, le collectif IO-Link, on s'est présenté comme membre du collectif, même si on travaille dans différentes sociétés. Et aujourd'hui, on est 16 membres. Donc on est 16 membres et on est tous dans les secteurs de l'automatisme industriel. Donc on va retrouver à la fois des constructeurs de capteurs, les capteurs qui vont être utiles pour attraper la donnée, pour remonter de la donnée, pour la collecter et la transférer. Donc c'est ça qui va servir après aux étapes suivantes dont on va parler. Il y a aussi des fabricants d'actionneurs. Donc voilà, dans l'industrie, vous avez des choses à mesurer, des choses à surveiller. Vous avez des choses qui bougent. Donc les actionneurs, c'est les fabricants d'actionneurs. Donc des vérins, des moteurs, des actionneurs, des vannes quart de tour. Et puis vous avez aussi des gens qui sont dans l'automatisme, donc qui font des automates pour piloter toutes ces installations industrielles. Voilà pour les membres. Et on est né via le JMELEC, qui est notre syndicat des industries dans ce secteur-là. Alors IO-Link, c'est la base de la pyramide. Donc si on regarde aujourd'hui comment faire de l'industrie, donc vous avez la base de la pyramide, c'est la machine, c'est là qu'on fabrique les choses, c'est là que les choses bougent, c'est là qu'on assemble, qu'on mesure, qu'on mélange. Et IO-Link va vraiment être dans la couche basse de la pyramide d'automatisme. Donc, quand vous allez aller vers des projets de remontée de données, de maintenance prédictive, d'industrie 4.0, tout commence par collecter les données. Et les données, elles sont collectées à la base de la pyramide, là où sont les process réels. Alors, pourquoi IO-Link IO-Link, c'est un standard de communication. Et pourquoi on avait besoin de créer ce standard? C'est qu'on a sur la base de l'automatisation, on a différents capteurs, différentes technologies d'actionneurs. Et jusqu'avant IO-Link, on n'avait pas de communication. On avait des échanges de signaux électriques, mais pas de communication. On a aussi des coûts d'intégration élevés parce que chaque type de signal électrique nécessite un câblage ou un fonctionnement différent. Donc à la fin, quand on faisait la somme de tous les coûts d'intégration, ça coûtait cher. On avait très peu de données échangées puisqu'on n'était pas encore dans la donnée, on était dans des signaux électriques type tout ou rien ou analogiques, des choses assez basiques. Et puis on avait beaucoup de phases de réglage manuel. Par exemple, si vous voulez régler un capteur, si vous voulez paramétrer des seuils, remonter de la donnée, une façon de communiquer, c'était un réglage manuel. Et puis après, on avait des problèmes très très basiques, très très liés au fonctionnement des produits. Suivant que ce soit des actionneurs, c'est des signaux de sortie. Si c'est des capteurs, c'est des signaux d'entrée. Donc différents composants. Et puis pareil, dans tous ces composants-là, on a différents types de signaux. On a des signaux tout ou rien, donc qui sont à 0 ou à 24 volts. Des signaux analogiques qui sont proportionnels à une valeur. On a aussi des circuits électroniques qui sont en PNP ou en NPN. Donc plein de façons de communiquer. Des appareils qui fonctionnent à 2 fils, à 3 fils, à 4 fils, des signaux en tension, des signaux en courant. Donc on avait énormément de signaux, de composants différents qui n'étaient pas standardisés. Donc pour faire de la remontée de données avec ce type de signaux, c'est très compliqué. Et c'est de là qu'est née l'idée d'avoir IO-Link. IO-Link est un standard qui va permettre justement de faire de la communication. La communication, c'est une communication dans les deux sens. Une communication bidirectionnelle. Donc, effectivement, la donnée de process, quand on fait un capteur, c'est ce qui va mesurer le process, donc de la donnée de process. Mais pour avoir une communication dans les deux sens, il faut aussi que les paramètres puissent passer dans l'autre sens et faire du diagnostic, donc des remontées d'événements, des alarmes. Donc tout ça, ça doit passer dans le même signal. Et avec IO-Link, c'est possible. Donc IO-Link, c'est standardisé.
on a une communication point à point entre des capteurs et des actionneurs qu'on appelle esclave IO-Link. Et puis, vous avez le maître IO-Link qui vient concentrer tous les signaux des esclaves IO-Link pour communiquer avec un niveau supérieur. Donc, ça peut être via le bus de terrain pour aller vers l'automate, ou alors de faire de la remontée de données à des systèmes plus élevés, comme de la supervision, du cloud, ou du stockage de données sur des serveurs à proximité de la ligne de production. Donc, quand on arrive avec IO-Link, on a une vraie communication qui part du terrain, c'est là qu'est la production dans l'industrie, et qui va permettre de remonter à un niveau supérieur, mais qui va aussi passer dans les câbles Ethernet pour aller à de la supervision, voire la communication jusqu'à un niveau MES. La donnée est codée de façon à ce qu'elle soit lisible à tous les étages de la pyramide de l'automatisation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme composants sur la technologie IO-Link? On a les maîtres, qui sont les fameux concentrateurs sur lesquels on vient connecter les actionneurs, les capteurs sur le terrain, qui vont fonctionner avec différentes technologies de communication qu'on trouve dans l'industrie, donc principalement les réseaux Ethernet industriels avec Profinet, Ethernet IP, Ether4, Modbus. Donc vous avez différents standards pour la partie automatisme, mais aussi qui vont permettre de communiquer avec un niveau supérieur, et c'est la partie qu'on va aborder juste après. Et puis, au niveau de la remontée de données, la donnée, d'où elle vient? La donnée, elle est mesurée, elle est transmise via des capteurs. Et là aussi, sur IO-Link, on a énormément de technologies de capteurs pour être capable de mesurer une distance avec un capteur optique, une température, une pression, un débit, une consommation d'énergie, une distance, une couleur. Donc tous ces capteurs, aujourd'hui, communiquent via IO-Link et peuvent remonter la donnée réelle de ce qui se passe sur la machine. Et puis enfin, on a parlé de mesurer de la donnée, mais aussi dans l'industrie, les choses qui bougent, donc les mouvements, les efforts, chauffer, tout ça c'est réalisé par des actionneurs. Donc ça peut être piloté par des vannes proportionnelles pour réguler des pressions, des débits, piloter des électrovannes pour piloter ensuite derrière des verres automatiques, donc des mouvements, mais aussi des systèmes électriques avec des variateurs de vitesse, des départs moteurs, des venturis pour attraper les choses avec du vide. Donc différentes technologies qui sont toutes intégrées sur la technologie IO-Link, ce qui fait qu'avec IO-Link, on va pouvoir piloter à la fois des mouvements, mais aussi faire de la remontée de données via les capteurs. Donc les avantages, c'est qu'on a un standard, ça c'est un point important, d'avoir un standard qui va permettre de faire communiquer tout ça. Comme je disais avant, il n'y avait pas de standard, c'était très compliqué de câbler les différents composants. Maintenant, on a un standard de câblage qui va permettre de connecter à la fois des capteurs, des actionneurs, des signaux simples, des signaux complexes, du diagnostic, tout ça passe dans le même câble. On a une communication... Pardon. Et en fait, vous voyez ici, ça va apporter différents avantages. Le système de câblage, par exemple. Vous avez un exemple sur le panneau, là. Les maîtres IO-Link sont essentiellement des maîtres IO-Link étanches qui vont répondre à différents environnements. Et ils vont être positionnés au plus près des besoins des capteurs et actionneurs. Donc, ce qui fait que le système de câblage se rapproche du besoin. Et après, le maître IO-Link n'a plus qu'à tirer le réseau pour distribuer l'information aux endroits adéquats. Pour vous donner un exemple, Moët-et-Chandon, 340 cuves, en passant d'IO-Link à un câblage traditionnel, ont économisé 14 km de câble. Et là, on parle que du câblage. Après, vous voyez, il y a aussi des avantages. Le signal, c'est plus un signal analogique, donc pas de câble blindé, donc le câble coûte moins cher. Le câble est standardisé, c'est un M12 3 fils, vous branchez n'importe quoi devant, du moment que c'est IO-Link, ça discute. Tout ça, c'est de la mise en œuvre qui est facilitante pour l'installation au niveau du besoin du process. On fait réduction des systèmes de câblage, donc l'armoire, au lieu de faire le mur entier, elle va peut-être faire 1 mètre carré. Donc, toute cette infrastructure, on est juste dans le système mécanique, l'installation. Et après, avec la donnée, on va aller encore plus loin. Vas-y. Parce qu'on est archi en avance. D'accord, ok. Je vais revenir. Tu détailles du coup ? Alors effectivement, la qualité du signal, donc ça on en a parlé, l'encombrement, ça c'est un point important, c'est parce que comme je disais avant, suivant les appareils qu'on connectait, on avait différentes technologies, donc je parlais de cartes d'entrée, des cartes de sortie, des signaux analogiques, des signaux en tension, en courant, et du coup, suivant le type de composant, on avait besoin de multiplier les cartes électroniques
en fonction de ce qu'on allait connecter dessus. Le fait de passer par IO-Link, on a un standard, ce qui fait qu'on va permettre de connecter tous les appareils sur le même type de carte. Et du coup, ça va permettre de réduire le nombre de composants dans l'armoire et donc l'encombrement global de l'armoire. Donc ça permet de faire des machines plus petites, plus compactes, plus légères, plus faciles à transporter. Au niveau du paramétrage, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant on n'avait pas de communication bidirectionnelle, ce qui fait que le paramétrage du capteur, le réglage des actionneurs, comme on ne pouvait pas le faire via des fils, eh bien, il fallait aller sur place, prendre le petit capteur et appuyer sur les petits boutons pour faire la mise en route du capteur pour faire son réglage. Donc ça, c'est quelque chose qui est fastidieux. Puis des fois, les composants ne sont pas facilement accessibles parce qu'ils sont sur une machine, ils sont à l'envers, ils sont cachés dans une armoire ou ils sont cachés derrière d'autres appareils et on n'y a pas accès. Donc le fait de pouvoir le faire via la communication, on peut le faire à distance. Ça veut dire qu'on est assis derrière son PC, on se connecte à la machine et on a accès au réglage de tous les appareils de la machine sans avoir à aller glisser un tournevis, passer la main derrière un appareil dans des zones qui ne sont pas facilement accessibles. Donc ça, c'est un point important, c'est vraiment simplifier la phase de réglage des capteurs et des actionneurs. Donc le point suivant, c'est le câblage. Donc là, effectivement, avoir un câblage qui est standardisé, c'est un gain de temps pour tout le monde. De savoir que peu importe l'appareil qu'on va avoir, en venant le brancher, ça va marcher rapidement. Ça, c'est un gain de temps important par rapport à des solutions où il fallait chercher où est le 0 volt, le 24 volts, le signal, est-ce qu'il y a une sortie supplémentaire. On cherchait à chaque fois quel est le codage de chaque câble. Et puis enfin, comme on a de la communication, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut aller vers plus de diagnostic, ce qui n'était pas possible avant. Donc le diagnostic, ça permet de savoir des informations supplémentaires sur le process. Ça permet, par exemple, de savoir quel est l'état du capteur. Est-ce que le capteur fonctionne normalement ? Est-ce qu'il commence à avoir des performances qui déclinent ? Par exemple, une cellule optique, est-ce qu'elle a de la poussière devant ? Est-ce que c'est pour ça qu'elle marche moins bien ? Est-ce qu'il faudrait la nettoyer ? Ça, c'est des informations qu'on peut avoir via le diagnostic. Alors qu'avant, fallait aller essuyer sans trop savoir si c'était le bon moment ou si ce n'était pas le moment. Donc voilà, du diagnostic avancé sur les capteurs et les actionneurs de terrain. Un autre exemple, vous prenez un capteur inductif, il n'y a rien de plus basique. Je fais un 0 ou un 1, je détecte une pièce, vous l'utilisez en tout ou rien. Si votre fil est coupé ou en court-circuit, vous ne savez pas. Votre machine, elle ne marche pas, ou elle ne démarre pas, ou elle casse quelque chose. Il faut chercher maintenant où est le capteur dans tout votre process, puisque vous n'avez aucun moyen de définir quel est le capteur qui a son fil coupé. Le même capteur inductif, branché en IO-Link, il va instaurer cette communication. Donc, toutes les 5 millisecondes, vous êtes sûr que le capteur est présent. Donc, fil coupé, fil en court-circuit, vous le savez immédiatement. Donc ça vous donne un diagnostic quasiment temps réel pour tous les types de capteurs du marché. Autre chose, le capteur inductif, il vous donne une information 0,1. Vous l'avez réglé à 10 cm, la pièce passe, hop, il détecte à 10 cm. Bon, plus pour un inductif, parce que pour un capacitif, parce que l'inductif, 10 cm, ça commence à être déjà pas mal. Donc un capacitif, on va prendre un capacitif, 10 cm, votre pièce passe. 8 cm, votre pièce est détectée. 7 cm, votre pièce est détectée. Donc tout fonctionne bien, sauf que vous êtes en train d'avoir un desserrage mécanique, et peut-être que demain matin, la pièce, elle va taper le capteur, et vous allez arrêter votre process, le temps de remplacer le capteur. Le même capteur, en IO-Link, il va vous donner une vraie distance. Donc dans votre automate, vous détectez à 10 cm, et puis à 7 cm, vous mettez une autre alarme qui va vous dire « Attention, ce soir, il faut faire une campagne de resserrage ». C'est le même capteur, mais il a des fonctionnalités évoluées grâce à cette communication. Donc là, on vous a listé un petit peu les avantages d'IO-Link. La configuration facile, donc Frédéric vous en a parlé. Étant donné qu'on a une communication bidirectionnelle, je peux, à travers mon automatisme ou ma supervision, configurer tous les capteurs de la chaîne grâce à ces échanges bidirectionnels. Changement de format, ajustement des valeurs, des détections, etc. Et comme si j'utilise vraiment la fonction IO-Link dans mon automate, je n'ai même plus besoin de configurer le capteur, puisque c'est une valeur temps réel que je vais ajuster dans mon programme automate. Remplacement rapide du capteur, parce qu'en fait, dans l'IO-Link, il est intégré
une fonction dans les différents masters qui s'appelle un backup and restore, où vous allez stocker dans le port IO-Link la configuration du capteur ou de l'actionneur. Ce qui fait qu'à 2 h du matin, ce capteur-là, Festo, que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vu, vous allez sur l'étagère, vous prenez la même ref, vous le rebranchez, ça redémarre immédiatement. Donc ça, c'est quand même une facilité d'avoir une maintenance facilitante. Transmission exacte des valeurs, puisqu'on discute avec le microprocesseur du produit. Je n'ai pas un codage numérique analogique, 420 milli, et dans mon automate analogique numérique, avec 2 pertes de précision cumulées. Je discute avec le processeur et j'ai ma valeur numérique physique que le capteur est capable de renvoyer. Donc je n'ai pas de perte de précision. Je n'ai pas besoin de mise à l'échelle. Je reçois directement ma valeur. C'est des millimètres, c'est de la pression, c'est de la température. Je n'ai pas besoin de prendre un 420 milli, de faire un transcodage dans mon automate pour ajuster les 420 milli que j'ai reçus. Plusieurs valeurs mesurées. Encore une fois, je discute avec le microprocesseur du produit. Vous prenez un débitmètre, vous le branchez en 420 milli, vous avez le débit en 420 milli, point barre. Le même débitmètre, vous le branchez en IO-Link, il va vous donner son débit, sa pression, sa température, son totalisateur. Tout ça dans un câble M12. J'ai 4 capteurs et j'ai un seul câblage. Parce que je discute avec le microprocesseur du produit tel qu'il a été conçu. Pareil pour un actionneur, il va vous donner plusieurs éléments et pas juste un tout ou rien ou un pilotage. Accès à distance, donc Frédéric en a parlé. Et diagnostic, en fait, on va avoir dans le protocole IO-Link 2 types de diagnostics. Un diagnostic au niveau du réseau pour s'assurer que le capteur est présent. Je n'ai pas mon fil coupé, j'ai bien la communication. Et là, c'est à chaque trame Ethernet, je check que tous mes capteurs actionneurs sont installés et répondent. Et un deuxième diagnostic au niveau de la com IO-Link, où là, je vais envoyer ce qu'on appelle un device status, qui est codifié sur le code Namur, 0 à 5 pour Namur, 0 à 4 pour IO-Link. Tant que c'est 0, le capteur va bien. Dès que je change cette valeur-là, c'est codé sur 4 bits, j'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai besoin de maintenance, je suis défectueux. Et ça aussi, c'est rafraîchi dans le temps de cycle en fonction de ce que le capteur fonctionne, 5, 10, 15 millisecondes. Donc, c'est intrinsèque dans la com IO-Link. Vous avez un diagnostic qui vous garantit que les valeurs que vous avez dans votre automate, ce sont des vraies valeurs et qui sont quantifiées proprement parce que le capteur est en état. Alors, en ce qui concerne ensuite la surveillance de l'état et le diagnostic, ça j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, c'est vraiment le diagnostic avancé, c'est vraiment une valeur ajoutée pour l'utilisateur. Ça permet vraiment de savoir ce qui se passe sur la machine et de surveiller l'état de ses capteurs. Donc non seulement on surveille le process, c'est pour ça qu'on a installé les capteurs, mais en parallèle on surveille l'état de l'appareil et donc du coup du capteur en lui-même pour savoir s'il y a besoin de réaliser de la maintenance et de pouvoir planifier cette maintenance, de l'anticiper plutôt que ce soit une panne qui nous incite à réagir. Et enfin, détection des médias, de la mousse et des salissures. Donc effectivement, on a des appareils qui sont en général dans des environnements qui peuvent être polluants ou sales, surtout par exemple dans l'industrie agroalimentaire, où on va nettoyer très fréquemment les lignes de production. Pour ça, on va passer avec des canons à mousse, des produits solvants. Et si on veut éviter, si on veut que les capteurs fonctionnent le mieux possible, il faut que le fait qu'il y ait par exemple de la mousse n'affecte pas la lecture des capteurs. Donc c'est pour ça qu'être capable de détecter qu'il y a de la salissure, ça va permettre de réaliser ou d'anticiper une phase de nettoyage par exemple, on parlait tout à l'heure de revissage, mais aussi de faire un nettoyage des cellules plutôt que la cellule devienne de plus en plus sale et qu'au bon moment elle ne capte plus. Et on ne sait pas pourquoi, à quel moment, alors que là, on peut avoir une information sur le fait que la poussière commence à altérer la qualité de la mesure ou de la détection, par exemple. Voilà. Alors, IO-Link dans la brique numérique, donc c'est vraiment ce qu'on disait en introduction.
IO-Link, c'est vraiment la base de la pyramide. On est vraiment sur la couche basse, on est sur la machine, là où fonctionne le process, là où il y a les appareils qui travaillent, c'est là qu'on intègre les capteurs et les actionneurs. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intégrer dans une architecture et on va mettre toute cette donnée qui est disponible, on va la mettre à disposition de l'automate. Pourquoi ? Parce que c'est l'automate qui contrôle la machine. Donc l'automate, il a besoin de pas beaucoup d'informations, mais des informations importantes pour que la machine fonctionne le plus vite possible. Donc avec IO-Link, la donnée qui est importante pour que la machine puisse aller le plus vite possible, elle est mise à disposition rapidement en montant via un standard de communication type bus de terrain ou réseau Ethernet. Mais en parallèle, la donnée va être mise à disposition via un deuxième câble, va être mise à disposition du réseau Ethernet de l'entreprise, par exemple, où elle va pouvoir ensuite être collectée et stockée dans différents appareils. Donc là, on a un dessin, par exemple, avec un stockage dans le cloud via une passerelle IT-OT, mais on peut aussi ne pas stocker sur un cloud extérieur, mais stocker sur les serveurs qui sont propres au site de production. Je passe la parole. Donc là, on vous a montré les deux tuyaux. On a un tuyau vert à gauche, c'est le temps réel. J'envoie ma donnée. Bon, je vais reprendre l'exemple du débitmètre. J'envoie le débit. L'automate contrôle le débit, gère les vannes, etc. C'est le process. D'accord ? Mais la norme IO-Link, elle propose aussi un API REST JSON. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition, dans un tuyau annexe, les données de tout le maître IO-Link et de tous les capteurs actionneurs qu'il y a en dessous. Ce qui fait qu'on va pouvoir décorréler les informations. Donc le débitmètre qui vous donne son débit dans l'automatisme, son totalisateur journalier, et je vais envoyer une requête tous les soirs pour prendre la consommation du jour. J'ai consommé 15 mètres cubes d'air, par exemple, et que je vais mettre en corrélation avec ma production, et j'ai un calcul de ROI. J'ai fabriqué tant de pièces, j'ai consommé 15 mètres cubes. Le lendemain, pareil. Mais en même temps, je vais pouvoir, par exemple, détecter des fuites d'air. Le lundi, 15 mètres, 16 le mardi, 17, 18, et donc là, je sais que j'ai une fuite d'air quelque part. Vous voyez, ça, on ne va pas demander à l'automate de faire ce genre de choses. L'automate, c'est un produit temps réel qui est là pour produire, pas pour faire de l'analyse de données. L'analyse de données, elle se fait dans des niveaux supérieurs. Et donc pour ça, en fait, il faut comprendre un peu comment fonctionne la norme IO-Link, qui est une norme internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel fabricant peut faire un produit IO-Link en suivant la 61131-9, l'IEC 61131-9, et donc va mettre en forme ce protocole de communication et va utiliser un fichier IODD, Input Output Device Description. C'est la carte d'identité de tous les produits IO-Link. Donc ce qui fait que je vais avoir une structure XML pour n'importe quel capteur ou actionneur IO-Link. Ce fichier XML, on peut le retrouver sur une base mondiale, ce qui fait qu'il y a un partage et une corrélation entre tous les fabricants. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous allez chercher le fichier IODD du produit concerné. Ça peut être un capteur Festo, ça peut être un capteur SIG, ça peut être une centrale de pneumatique Burkert, ça peut être n'importe quel produit. Vous aurez le fichier IODD correspondant avec son descriptif, sa carte d'identité. Je suis un capteur, je ne suis pas un actionneur, je travaille de temps à temps de millimètres, j'envoie ces données-là sous ce format-là, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la structure de données entre les capteurs actionneurs et le maître IO-Link. Donc on a un premier étage. Et donc ça va nous permettre de pouvoir créer de la valeur ajoutée au niveau du process pour utiliser de la maintenance, du diagnostic, de la traçabilité, puisque par exemple tous les produits IO-Link peuvent être cartographiés de manière numérique. C'est le capteur de la porte 21 de la machine 22. Donc si j'ai besoin de traçabilité, je vais renvoyer le numéro de série, la cartographie et sa valeur. Et dans ma recette, je sais exactement qu'est-ce que j'ai produit avec quel capteur. Ce qui fait que si j'ai changé 3 fois de capteur dans la vie de la machine, j'ai toujours le capteur 1 de la machine 22, mais j'ai 3 numéros de série différents. Et tout ça, c'est installé dans le protocole. Il suffit juste de l'utiliser. Et donc pour ça, on va utiliser des requêtes
HTTP, en GET, en POST, sur certains produits en HTTPS, pour pouvoir assurer en même temps de la cybersécurité, un chiffrement au niveau de la communication. Et donc, on va aller envoyer des requêtes GET et POST dans une structure de données supérieure. C'est-à-dire que là, le fichier IODD est la structure entre le capteur et le master. Et au-dessus, on a donc une structure de données normalisée qui vous donne l'interfaçage complet du produit. Donc là, en l'occurrence, vous avez un IO-Link Master, donc ici, qui a plusieurs ports, donc 4, 8, 16 selon les fabricants. Sous ce port-là, je vais avoir des données de process. Et puis en dessous, je vais avoir les esclaves IO-Link qui vont me donner les informations. Et donc, je vais avoir une structure de données normalisée pour tous les fabricants, avec des données derrière, avec une gestion des events, alarmes, et des services associés, soit en lecture-écriture, selon les niveaux de données. Par exemple, le nom du produit, je vais faire qu'une lecture. Son tag électronique, je vais pouvoir le lire et l'écrire. Donc, j'ai une structure IODD qui est normalisée, une structure au niveau du master qui est normalisée, et donc, en fait, je vais l'utiliser dans ma remontée de données en IoT sur ce principe-là. Donc, un exemple de master avec ses informations propres, les ports, le device qui est connecté, qui peut être un capteur Festo, par exemple, et ses données de process, ses données acycliques. Et ça, je vais le mettre dans une remontée d'informations pour pouvoir structurer une table cohérente, normalisée pour tous les produits IO-Link. C'est-à-dire que ici, là, si je décide de faire une remontée IoT sur un master, ça peut être un capteur Festo, une vanne d'Equinox, un îlot pneumatique SMC, un départ moteur Siemens. Vous voyez, la structure, elle est complètement homogène de la communication du capteur actionneur jusqu'à l'IoT. Et un dernier slide, on a été hyper vite, un dernier slide pour vous montrer que la norme IO-Link, ce n'est pas deux personnes qui y a sur l'estrade qui vous font coucou et c'est super, c'est génial. La norme IO-Link existe depuis 15 ans. Aujourd'hui, je vous engage à regarder sur vos machines. Vous avez certainement des produits IO-Link que vous utilisez de manière traditionnelle, puisque ça fait, par exemple, IFM, ça fait 15 ans qu'on vend des capteurs IO-Link. Donc vous avez un petit sigle rond avec 2 flèches sur les produits. Et ils sont IO-Link. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de clients utilisent les capteurs plus de manière traditionnelle, mais vont profiter de cette com IO-Link pour augmenter l'efficacité du process, à la fois dans le ROI, à la fois dans une maintenance prédictive, à la fois dans une efficacité sur tous les aspects. Et aujourd'hui, vous voyez, on a dépassé les 21 millions de nœuds l'année dernière, donc dans le monde, et c'est encore plus exponentiel que ça. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est dans un salon IoT, c'est clair. Donc l'IoT, c'est extrêmement intéressant, mais on a besoin de cette première brique, puisque les données, il faut bien les chercher quelque part. Et si pour avoir de l'intelligence artificielle, on est obligé de faire un développement conséquent avec une infrastructure conséquente, on a perdu l'avantage de la mise en forme des données. Alors qu'avec des systèmes qui sont déjà pensés pour remonter les données de manière facilitée, là, on a ce qu'il faut pour pouvoir les exploiter correctement. Donc ça a été pensé au niveau bas pour l'industriel, mais ça a été aussi pensé pour l'exploitation de données, pour augmenter le process, augmenter l'efficacité de production chez les utilisateurs. Et là, on vous a préparé. On avait prévu de faire une démo en live, mais on ne peut pas projeter notre PC, donc c'est compliqué. Vous avez ici 3 masters différents, de 3 fabricants différents. Vous avez des capteurs différents, un capteur SIC, un capteur SMC, un îlot pneumatique Burkert, un capteur Leuze, un capteur Festo. Et donc, l'idée, c'était de vous montrer cette interopérabilité qui est déjà réelle, qui aujourd'hui est le cas dans tous les clients qui utilisent l'IO-Link. Et donc, après, on a une remontée de données sur la structure que je vous ai montrée,
qui est un API REST JSON que vous pouvez exploiter dans n'importe quel logiciel qui sait parler de JSON. Du Python, du C++. SAP a fait un salon en démontrant la Yolink directement depuis SAP. C'est complètement standardisé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai préparé une petite vidéo pendant que les questions tournent. Vous allez voir, ça dure 3 minutes. C'est pour vous montrer un exemple d'interprétation du niveau bas avec les fichiers IODD et la mise à disposition dans des tuyaux. Là, c'est un exemple en MQTT, mais ça pourrait être pareil en OPC UA ou en Cloud. Donc normalement, la vidéo va se lancer. Donc vous pourrez regarder. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous démontrer la facilité... Par contre, si vous pouvez couper le son de la vidéo, s'il vous plaît. Celle-ci est connectée sur... Voilà. Merci. Bonjour, merci pour cette présentation. Il me vient donc une question assez évidente. En quelques mots, quel est l'avantage d'utiliser de l'IO-Link par rapport à d'autres protocoles de terrain qui existent déjà, qui sont très connus? Je pense au CAN FD ou au CAN classique et au CAN FD, par exemple. Alors, le CAN est très très souvent utilisé dans les appareils mobiles, mais pas souvent dans l'industrie. Dans l'industrie, vous parlez de CAN Open. Ouais, CAN Open et CAN FD maintenant on a beaucoup de capteurs qui sortent aujourd'hui en CAN Open, CAN FD maintenant, et puis aussi RS232. C'est des classiques aujourd'hui. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est des classiques hier. Le CAN Open a 25 ans. Le RS232, le Modbus RTU, a peut-être 30 ans. Donc, c'est des capteurs qui sont encore utilisés, mais, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, qui sont de moins en moins utilisés dans l'industrie. Peut-être dans votre domaine, mais je vous confirme qu'il y en a de moins en moins. Donc, les avantages? Les avantages, en fait, c'est que déjà, c'est une norme internationale et qui permet de pouvoir discuter avec le processeur. Parce que le RS232, vous avez un protocole pour essentiellement la remontée de données, mais on ne fait pas beaucoup de paramétrage. Il n'y a pas de diagnostic intégré dedans. Avec le CAN, on peut le faire. Avec le CAN, on peut le faire. Avec mais le FD, avec des grosses quantités de données aussi. Moi, je vous dis, je suis depuis 30 ans dans l'industrie. Il y en a, c'est des marchés de niche maintenant. C'est comme le HART. Le HART, c'est un peu l'équivalent de l'IO-Link, mais qui est essentiellement utilisé dans le process. Et puis le CAN aussi est énormément utilisé dans les voitures. Dans les voitures, toutes les voitures sont... Oui, mais je vous dis dans les appareils mobiles. C'est ce que je vous dis. C'est hyper utilisé, quoi. Oui, mais pas dans l'industrie. On parle d'industrie de production, industrie manufacturière. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, on voyait beaucoup de CAN Open. Alors c'est vrai que dans l'industrie manufacturière, on voit surtout le CAN Open, pas le CAN dont vous parlez. Après, aujourd'hui, le CAN Open, la part du CAN Open a vraiment diminué depuis 10 ans, depuis l'arrivée des réseaux Ethernet. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, une grosse ligne de production. Alors encore une fois, je ne parle pas de système embarqué, je parle vraiment d'une ligne de production dans l'alimentaire, dans l'automobile. Aujourd'hui, on a des réseaux Ethernet industriels beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissants. Et c'est vrai quand aujourd'hui on a des architectures avec ce type de réseau, ces réseaux sont parfaits pour connecter des grosses structures. Par contre, pour des petits composants type capteur, un vérin seul ou un petit vérin électrique, il n'y a pas de communication qui descend jusqu'à un capteur simple. Et c'est là qu'intervient IO-Link, c'est vraiment pour être sur la couche la plus basse, pour connecter les composants les plus simples, les capteurs et les actionneurs vraiment sur le terrain. Et là aujourd'hui, moi je vois de moins en moins de fabricants qui proposent encore du CAN sur ce type de composants. Mais vraiment on parle de production automatisée sur des machines à très forte cadence, ce genre de choses. Quand je vois les capteurs numériques, c'est souvent qu'il y a du CAN, maintenant du CAN FD. Puis une petite chose aussi sur le 420. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on interroge du 420, on peut aller à des fréquences plus élevées que du 100 Hz, quoi. On peut aller chercher du 1000 Hz si on veut, pas de souci, ça dépend du CAN qu'on a derrière. C'est vrai, et c'est pour ça qu'en fait, il y a certains produits IO-Link qui intègrent le comptage et qui ne redistribuent que la valeur avec une sorte de edge processing. Parce que là, on ne va pas aller jusqu'à du 100 kg, ça c'est pas possible. Mais donc c'est le produit en lui-même qui, par exemple, je reprends le vérin, le débitmètre, il vous fait son totalisateur et vous allez interroger toutes les semaines, tous les mois,
le edge processing est fait dans le capteur et vous l'interrogez à la fréquence qui vous intéresse. Dans tout ce qui est très très rapide, en général, c'est fait dans le capteur. Pas d'autres questions? Bonjour. Je voulais savoir, si j'ai bien compris, donc le IO-Link est une couche en dessous d'autres protocoles comme OPC-UA ou MQTT. Je voulais savoir s'il y avait des liens standards pour faire interagir ces protocoles ou des commonalités qui facilitent le passage de IO-Link à l'un des deux autres. Alors, tout à l'heure, il y avait un slide IO-Link OPC-UA dans la brique. Au niveau de la norme IO-Link, elle est déjà prévue pour s'intégrer dans la couche OPC-UA. Aujourd'hui, il y a certains fabricants qui proposent des masters IO-Link directement en OPC-UA. Après, l'OPC-UA, vous savez, c'est énormément de choses. Hein. C'est un tuyau, mais c'est aussi une mise en forme des données. Donc là, bon, c'est un produit qui est un de mes confrères, donc je ne pourrais pas m'engager, je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Donc il donne un tuyau OPC-UA, mais je pense qu'il ne met pas en forme les données. Par contre, il y a l'intégration, comme vous l'avez vu sur la vidéo peut-être, l'intégration des fichiers IODD. Ça, c'est intéressant parce que en fait, on va vous préparer la donnée. Le protocole IO-Link, il va vous donner ce qu'on appelle la process data input, qui est un mot, 2 mots, 4 mots, 6 mots, jusqu'à 32 octets selon les capteurs, mais c'est de l'hexadécimal. Donc, il faut savoir que le premier mot, c'est le débit, le deuxième... Alors que là, l'interprétation par les produits du fichier IOD, il vous présente, c'est un débit, c'est une température, et je choisis celle qui m'intéresse. Donc, il y a déjà une mise en forme conditionnelle sur le niveau bas. Et les fabricants sont en train d'implémenter les niveaux hauts de manière plus ou moins heureuse selon la complexité, mais c'est en train d'arriver, oui. Là, derrière vous. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne s'il y a des capteurs qui sont dispersés, très éloignés sur un territoire, différents capteurs qui sont éloignés sur un territoire? Alors, en fait, du point de vue de l'architecture, le concentrateur dans la norme IO-Link, c'est un mètre IO-Link qui existe en IP20, en IP67, en IP69K selon l'environnement, qui existe de 4 à 16 ports et qui, en fait, le principe, c'est de se rapprocher des besoins capteurs-actionneurs. D'accord ? Donc, on va avoir un pôle où on va retrouver des capteurs, des actionneurs sur une circonférence de 20 mètres, puisque la norme, elle vous donne une distance de 20 mètres entre le port et le capteur, ou alors avec des répéteurs jusqu'à 240 mètres. Après, au niveau supérieur, le master, il va vous proposer la communication Ethernet. Donc, à base de temps réel, si c'est dans un automate, à base d'IoT, si vous remontez en données JSON, API REST. Et donc, ce câble Ethernet, lui, il a une longueur normalisée de 100 mètres en cuivre. Avec de la fibre optique, vous pouvez aller jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc, l'idée, si vous voulez regrouper plusieurs sites, c'est qu'on remonte d'une strate. Et là, vous avez votre infrastructure réseau qui intègre la communication des strates des différents sites avec potentiellement des firewalls, des zones DMZ ou des VLAN adéquates pour qu'un pôle central récupère les données. Mais oui, c'est complètement possible. À 100 micros, je ne vous entends pas, je suis désolé. Ça marche avec le développement de la fibre alors, c'est ça? Mais ça dépend comment vous avez besoin de gérer l'infrastructure. En fait, là, on va parler de l'infrastructure réseau. Ça peut être localement avec du Wi-Fi, par exemple, dans une pièce comme ça. Ça peut être de la fibre parce qu'il faut que j'aille de l'autre côté du Rhône et j'ai pas. En fait, là, on est sur la base Ethernet. Donc, toute la base Ethernet traditionnelle avec des switches, avec pourquoi pas des zones DMZ, parce que je sors de la société et je rentre dans plusieurs sites avec les règles de cybersécurité qui vont bien. Voilà. Le protocole IO-Link, il est cantonné ici. C'est vraiment la première brique. Je discute avec les capteurs actionneurs et je mets en forme ce protocole vers du réseau qu'après le client utilise en fonction. C'est pour ça qu'on dit que c'est indépendant du réseau, parce que les maîtres IO-Link sont à multi-réseau. Tous les réseaux temps réel sont susceptibles d'être utilisés en IO-Link.
Pas d'autres questions? Bon, bah écoutez, merci de votre écoute. Merci Et à puis tous. si vous voulez d'autres questions après, on est là.